professeur Husseini. Merci à l'association du service d'urologie du CHU Hassan de Fès et à l'association marocaine d'urologie donc pour leur invitation. Donc être parmi vous, c'est toujours un plaisir quand je suis avec les urologues. J'ai laissé un congrès donc, thoracique pour être ici. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, comme ça a été dit, donc, je vais faire une présentation, un topo sur les nouveautés dans le cancer du rein en situation précoce, la situation adjuvante. Et vous savez que depuis longtemps, qui dit cancer du rein au stade précoce, c'est uniquement la chirurgie. Donc les traitements locaux, ça peut être des traitements ablatifs dans certaines situations autres que la chirurgie, mais principalement c'est la chirurgie qui est la base du traitement d'un cancer du rein qui est localisé. Mais donc, on s'est toujours posé la question, est-ce que ça peut être suffisant d'opérer juste les malades? Est-ce qu'on ne peut pas dénicher des patients qui peuvent être à haut risque de récidive? Ce sont des patients avec une pathologie qui est plus agressive, des caractéristiques qui vont les prédisposer plutôt donc à un risque de rechute qui est plus élevé par rapport à d'autres pour qui la chirurgie peut être suffisante. Et d'où est venu ce rationnel de proposer un traitement adjuvant pour un cancer du rein opéré, en fait, déjà parce qu'on a vu qu'à jusqu'à 40% des patients qui sont opérés pour un cancer du rein, quand ils sont à un haut risque, ils finissent par avoir donc une rechute. Donc, ceci dit que peut-être la chirurgie seule chez ces patients n'est pas suffisante. On a besoin d'intensifier pour améliorer les résultats. Et pour déterminer cette niche de patients qui sont à haut risque afin de les traiter encore plus, on a essayé de voir c'est quoi ces risk factors qui vont les classer en haut risque, et on trouve les caractères un peu classiques qu'on connaît, donc le stade de la maladie, donc le grade nucléaire, la taille de la tumeur et surtout donc, le développement ou bien l'envahissement ganglionnaire. Et donc, quand on a essayé de voir l'impact de ces différents facteurs dans une grande revue, donc un registre de la Mayo Clinic, où on a eu un peu plus de 2700 patients qui ont été néphrectomisés, et on a vu les facteurs qui avaient été incriminés dans le risque de progression et de décès. Vous voyez encore, c'est les mêmes facteurs, c'est principalement le grade tumoral, la taille tumorale, le thrombus, l'extension au-delà du rein. Et pour le risque de mortalité accrue, c'est à peu près la même chose. Mais on rajoute sur ça également l'âge. Et donc, voilà, quand on suit l'évolution des patients qui ont subi une néphrectomie, donc à travers le temps, en fonction des sous-types de histologie qui peuvent être différents, donc le cellule claire principalement, papillaire et le chromophobe, évidemment, donc on a quand même les courbes de survie qui vont décliner avec le temps. Et ceci, il faut signaler quand même que ça n'a pas été impacté, quel que soit le type de chirurgie partielle ou néphrectomie totale. Bon, bref, c'est qu'on a dit quand même, il y a des facteurs de risque qui vont prédisposer une certaine proportion de patients opérés pour un cancer du rein à récidiver, et donc qui vont nécessiter plus de traitement. Et on s'est inspiré aussi de ce qui s'est passé dans la situation avancée métastatique. C'est comme ça l'évolution des choses en oncologie. On fait des choses d'abord c'est-à-dire le stade métastatique avancé, et quand ça marche, généralement, on essaie ça plus précocement. Et on sait très bien que dans la phase métastatique, on a eu les anti-angiogéniques déjà comme de grands standards thérapeutiques. Comme on sait que le micro-environnement, l'angiogénèse joue un rôle très très important dans la progression du cancer du rein. Et donc on a déjà les anti-angiogéniques, à savoir les TKI, donc qu'on connaît, le sunitinib, sorafenib, pazopanib, axitinib, etc., qui sont déjà des standards dans le traitement du cancer avancé. On s'était dit pourquoi ne pas les essayer en situation adjuvante, peut-être qu'on aura également un effet bénéfique. Et là, donc, une panoplie d'études a été faite. Donc, je cite les plus importantes, les essais randomisés. Donc, principalement 5 études que vous voyez là. Donc, Assure, Strac, Protect, Atlas et Source. Chacune avait des bras donc, de TKI différents. Donc, on a eu celle avec sunitinib, sorafenib, d'autres avec pazo, axitinib. Et là, vous voyez en termes de résultats, quand on voit la dernière colonne, c'est uniquement une seule étude sur les 5. C'est l'étude ESTRAC qui a été considérée comme étant une étude positive, c'est-à-dire qui a rencontré son objectif principal, qui était la survie sans maladie améliorée par rapport aux bras placebo qui n'avaient pas reçu de traitement TKI donc en adjuvant. Toutes les autres études, à savoir avec les différents TKI, étaient négatives. Mais c'était quoi la particularité? C'est que voilà, on avait l'étude ESTRAC qui a montré que sur plan survie sans maladie, c'était positif. On fait mieux avec du Sutent en adjuvant.
Il n'y avait pas de bénéfice, certes, sur la survie globale, ce n'était pas un critère de jugement principal, mais on avait quand même des conclusions qui sont conflictuelles avec un autre essai qui est l'étude Assure, qui s'est intéressée aussi au sunitinib en situation précoce, aussi un bras de sorafenib versus placebo. Et là, il n'y avait aucune différence si on met du sutent ou pas, si on met du sorafenib ou pas. Et donc, cette discordance entre les résultats des deux études a finalement conduit à ce que le sutent n'est pas vraiment un grand standard en situation adjuvante. D'ailleurs, dans plusieurs parties du monde, ce n'est pas du tout figurant dans les guidelines, ce n'est que dans les guidelines américaines de la NCCN. On trouve toujours le sutent en adjuvant, mais avec un niveau d'évidence qui est très faible, catégorie 3, ce qui est vraiment très faible. Donc ce n'est pas vraiment un régime qu'on est très excité donc, à prescrire en situation adjuvante. Et par la suite, comme il n'y a pas que l'angiogénèse, on a vu aussi dans la situation métastatique qu'il y a la voie du PI3K, AKT, mTOR. Les anti-mTOR ont déjà fait preuve en situation métastatique. Vous connaissez donc l'Afinitor, c'est-à-dire l'Everolimus. Donc c'est un standard en deuxième ligne après un TKI, donc en première ligne. On s'était dit peut-être que cette voie-ci aussi peut être pertinente en situation précoce. Et c'est une étude très récente, l'étude Everest, donc, qui a randomisé des patients qui ont été opérés pour néphrectomie pour un cancer du rein, qui peut être à cellules claires ou non à cellules claires, à recevoir soit de l'Everolimus, donc en situation adjuvante pour 1 an, versus rien, puisque le rien, c'est toujours considéré l'état des choses actuelles, le standard actuel. Il n'y avait pas vraiment un nouveau standard. Et là, vous pouvez voir que, bon, si on voit les courbes, c'est vrai que la courbe de l'Everolimus paraît supérieure, elle fait mieux que le placebo, mais la différence n'était pas tellement significative pour retenir l'Everolimus comme un nouveau standard. Par contre, quand on voit les sous-groupes des malades, donc on peut quand même sortir avec un signal à la dernière, si vous voyez donc à la dernière ligne donc sur ce forest plot, on voit que les patients qui sont considérés à very high risk, donc à très haut risque en adjuvant, quand même, ils tirent un bénéfice en survie sans maladie par rapport donc aux patients qui sont considérés à un risque intermédiaire. Donc, pour faire court, l'étude elle est négative, on ne peut pas prescrire à nos jours donc l'Everolimus en adjuvant, mais peut-être ça peut donner une idée à ce qu'on fasse des essais peut-être en sélectionnant plus de patients plus agressifs, donc avec des maladies plus méchantes, pour retester donc cette molécule. Mais avec tout ce qui a chamboulé un peu l'oncologie de façon générale et aussi le cancer rénal en particulier, vous savez, il y a l'avènement de l'immunothérapie a changé vraiment le paradigme. Donc, on est passé d'une ère où on n'a que les TKI anti-angiogéniques à une ère où l'immunothérapie est devenue le grand standard en situation métastatique, notamment les associations immunothérapie ou bien immunothérapie anti-angiogénique TKI. Donc, on ne parle plus des TKI comme étant de grands standards en phase métastatique. Et donc, on s'était dit, puisque ça a marché donc, en situation métastatique, et on connaît cette immunogénicité du cancer du rein, la réponse immunitaire qui joue un rôle très important, le micro-environnement, que peut-être ceci va aussi être intéressant en situation précoce. Et donc là, il faut dire que ce n'est pas nouveau comme concept avec l'avènement de ce qui s'est passé maintenant avec les inhibiteurs de checkpoint, l'immunothérapie nouvelle, mais c'est de l'histoire ancienne un peu dans le cancer du rein. Ça a commencé depuis le début des années 90 où on avait testé, vous savez, donc les interleukines, les cytokines, etc. Donc il n'y avait aucune amélioration significative avec ces anciennes immunothérapies, je dis bien les anciennes, donc les cytokines, tout ce qui est interleukine, interféron. Par contre, donc, il a fallu attendre presque 30 ans donc, pour avoir finalement une première étude en situation adjuvante avec la nouvelle immunothérapie, avec les inhibiteurs de checkpoint. Donc, vous avez entendu parler du pembrolizumab. Donc, le pembrolizumab est un anticorps monoclonal anti-PD-1. Donc, ce PD-1, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire qu'on a la cellule immunitaire qui se fixe à la cellule tumorale. Et normalement, quand le PDL1, qui est le ligand, se fixe au PD1, qui est comme genre de récepteur, il va bloquer cette action de lymphocyte T à combattre la cellule tumorale, et donc il bloque la réponse immunitaire. Donc tout simplement, ces molécules, qu'est-ce qu'elles viennent faire? Elles viennent bloquer ou bien casser ce blocage et donc déclencher la réponse immunitaire. Et donc, le schéma de l'étude, c'est celui-là. Donc, on a pris les patients néphrectomisés à recevoir du pembrolizumab donc pendant 1 an versus placebo. Et la particularité de l'étude, c'est qu'elle a inclus des patients à risque intermédiaire, risque élevé, et aussi
une catégorie de patients qui sont qu'on appelle les M1 NED, ça veut dire qu'ils sont oligométastatiques, mais NED c'est No Evidence of Disease, ça veut dire qu'on a opéré aussi bien la tumeur rénale, la néphrectomie, mais on a aussi opéré le site métastatique parce qu'on n'avait que quelques sites, c'était vraiment une maladie possimétastatique. Et donc ces patients aussi, ils étaient éligibles à recevoir du pembrolizumab. Donc là, je passe les caractéristiques. C'était balancé, bien équilibré entre les deux bras. Et le pembrolizumab, sur le critère de jugement principal qui est la survie sans maladie, a amélioré significativement la survie, comme j'ai dit, sans maladie par rapport au placebo. Donc, on a conclu à un risque, une réduction du risque de rechute ou de décès de l'ordre de 32%, ce qui n'est pas quand même négligeable, c'est assez intéressant pour une maladie où il n'y avait aucun standard en adjuvant. Donc, quand on voit un peu donc les sous-groupes, pratiquement la majorité, tous les sous-groupes tirent bénéfice. Et vous voyez tout en bas le sous-groupe particulier dont je vous ai parlé, qui est la maladie oligométastatique opérée aussi bien pour le primitif que pour les métastases. Elle tirait encore beaucoup plus de bénéfices par rapport donc, aux autres patients qui sont M0. Donc, on a eu ces résultats donc, à l'ASCO 2021, donc après 24 mois de suivi. Et puis, on a eu l'update à l'ASCO GU 2022 après 30 mois. Et toujours, il y avait une maintenance dans le temps donc, de ce bénéfice. Le bénéfice continue toujours à être vu. Même les courbes, donc, vous voyez ici, donc, continuent à se séparer donc, en faveur du pembrolizumab. De même, quand on voit par rapport au groupe à risque, parce qu'on a le intermediate high risk, le high risk et le M1, donc il y avait un bénéfice qui est significatif pour les trois groupes, mais bien sûr, vous voyez, plus on passe de l'intermédiaire vers le haut risque, vers le M1, donc ce bénéfice même s'élargit et est encore de plus en plus important. Et voilà, on s'est intéressé à la survie globale, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que la progression qui va ou bien la rechute qui va nous intéresser, mais la survie globale du patient, depuis le diagnostic jusqu'à son décès, quelle que soit la cause. On voit qu'il y a une tendance en faveur du pembrolizumab, mais on a encore besoin, vous savez, dans les situations précoces, on a encore besoin de plus de temps et de follow-up pour conclure qu'il y a un bénéfice en survie globale. Globalement, ce sont des molécules maintenant très largement utilisées en oncologie. Le profil de tolérance, il est bien maîtrisé. C'est les toxicités d'ordre immunologique qu'on connaît de plus en plus et qui restent manageables en général. Ça, c'est juste par rapport à la qualité de vie. Et quand on voit, donc, est-ce que cette immunothérapie, elle altère la qualité de vie? Donc, la réponse, c'est non. À l'ASCO, donc, 2022, donc, un peu plus tard, donc, on a eu d'autres critères de jugement, on a essayé de les voir, à savoir la survie donc jusqu'à développement de métastases à distance, jusqu'à une ligne anticancéreuse ultérieure et donc le temps jusqu'à donc une seconde progression, et tous ces éléments étaient en faveur du pembrolizumab en adjuvant, et donc on a conclu finalement que le pembrolizumab est un médicament efficace en situation adjuvante, et les critères de jugement secondaire n'ont fait que confirmer ceci. Et donc, là, cette molécule a eu l'FDA, donc l'approbation aux États-Unis en novembre 2021, mais c'est toujours légitime de se poser des questions. Je mets toujours cette slide parce que je trouve qu'elle exprime vraiment nos réticences en tant que cliniciens. Donc, on peut être vraiment très excité, très optimiste et vouloir le prescrire très rapidement parce que c'est la première fois qu'on a une étude vraiment positive avec de l'immunothérapie en adjuvant. C'est une molécule qui est beaucoup moins toxique que le sunitinib qu'on a vu initialement. Et aussi, on a eu cette population qui était incluse, qui était oligométastatique opérée. C'est une option pour cette pathologie donc agressive dans cette situation. Et puis, on peut être un peu réticent parce qu'on peut se dire que voilà, donc il n'y a pas eu de comparaison head-to-head, par exemple, au sunitinib. C'était juste par rapport au placebo. Il faut attendre la survie globale. Mais en tout cas, c'est une molécule qui est actuellement approuvée. C'est la seule molécule en adjuvant qui est approuvée dans le cancer du rein. Il y a eu d'autres études avec l'immunothérapie, donc on a vu venir après cette étude de pembrolizumab, mais ce que vous voyez donc en rouge, c'est des études négatives. Donc on a fait avec une autre immunothérapie, l'atezolizumab, on a fait avec l'univolumab, on a fait avec le nivolumab et ipilimumab, et toutes ces études, elles étaient présentées à l'ESMO en 2022, donc septembre dernier, et toutes les trois, elles étaient négatives. Il n'y a toujours que la Keynote 564 qui continue à prouver bénéfice. C'est légitime de se poser aussi des questions. Ce sont des nouvelles immunothérapies. Pourquoi ces molécules ont échoué? Pourquoi c'est négatif pour l'atezolizumab, le nivo, l'ipilimumab, et c'est positif uniquement pour le pembrolizumab? Est-ce que c'est juste de la chance ou bien est-ce qu'il y a des caractéristiques de patients qui peuvent expliquer ceci?
Là, c'est juste les courbes voilà, qui montrent que vraiment absolument pas de différence pour ces 3 molécules dont je vous ai parlé. Et là, on s'est penché aux caractéristiques de chaque étude pour essayer de comprendre. C'est vrai qu'il y a des différences en matière d'inclusion des patients, la durée du traitement, la situation. Vous voyez donc là, dans l'étude, par exemple, Emotion, donc avec la TESO, il y avait du sarcomatoïde, il y avait du cellule claire. Dans d'autres études, il n'y avait que les cellules claires. Dans d'autres études, on a estimé, par exemple, que dans l'étude Rempart et Prosper, qu'il y avait plus de patients avec des caractéristiques favorables, ça veut dire des faibles T donc, et des faibles grades nucléaires, ce qui peut être biaiser donc, justement les résultats de cette étude pour dire voilà pourquoi elle est négative. En tout cas, on ne sait pas si c'est la vraie raison derrière. Mais par contre, l'étude avec la tezolizumab, elle avait fait la même chose avec la Keynote. Ils avaient toutes les deux des patients haut risque avec l'inclusion de ces patients qui sont M1, mais Emotion était négative. Bon, c'est juste des questions, nous, qu'on se pose quand même. On a le droit d'être autocritique et de savoir pourquoi une immunothérapie a marché, 3 autres n'ont pas marché, mais c'est ce qu'il y a actuellement. Voilà. Donc, et là, ça nous a justement poussé à dire, est-ce qu'on sélectionne finalement bien nos patients? Est-ce que juste la taille tumorale, est-ce que le T et le N et le grade, est-ce que c'est suffisant comme critère pour dire que cette maladie est agressive, celle-là est moins? Et là, je vous emmène donc vers ce qu'on appelle donc le ctDNA, c'est l'ADN tumoral circulant. Quand on opère un patient dans plusieurs localisations, on s'est amusé à regarder ce taux d'ADN tumoral circulant. Donc, si on le trouve, il est là, il est élevé, ça veut dire que c'est une maladie quand même qui est agressive. Quand c'est absent, donc c'est moins agressif. Et d'ailleurs, là, c'est dans le cancer de la vessie, juste pour vous montrer un peu que c'est plus complexe que ce qu'on croit. Dans le cancer de la vessie, on a eu également une étude Lemvigor avec la tezolizumab en adjuvant. Et c'était une étude négative, globalement. Mais quand on a essayé de voir par rapport au ctDNA, c'est-à-dire l'ADN tumoral circulant après la chirurgie, vous voyez ici donc, que voilà, donc il y a une différence significative en fonction que le patient ait les ADN tumoral circulant positif ou négatif. Les patients qui sont ADN tumoral positif, donc ils ont une survie plus courte, plus défavorable, et donc peut-être ce sont ces patients-là qui vont tirer plus de bénéfices d'un traitement adjuvant, notamment avec l'immunothérapie. Donc ceci dit qu'on a tellement évolué dans les thérapeutiques, on parle de thérapie ciblée, on parle d'immunothérapie, etc., mais on est resté basique sur les critères de sélection, de classification de patients. On est toujours sur le grade, la taille tumorale, l'envahissement ganglionnaire, les critères classiques un peu qui datent d'une trentaine d'années, alors que les thérapeutiques avancent tellement vite, et je pense qu'il faut qu'il y ait une concordance entre la sélection de patients et les drogues qu'on fait, parce que sinon on va jeter plusieurs molécules à la poubelle juste parce qu'on a mal sélectionné les patients, et peut-être d'autres ont réussi juste peut-être par un facteur de chance parce qu'il y avait plus de patients avec des caractéristiques plus agressives, et donc ils vont tirer plus de bénéfices. Donc voilà, ce sont mes dernières idées à propos de l'adjuvant. L'état des lieux actuellement, c'est la maladie donc à risque intermédiaire, au risque, et la maladie oligométastatique opérée primitive et métastatique. Le seul standard qui existe actuellement, c'est le pembrolizumab. Donc voilà. Comme j'ai dit, on a un réel besoin d'actualiser les critères de sélection, la stadification ou la classification des patients. Ce n'est pas normal qu'on traite avec de l'innovation, mais les critères de sélection sont toujours très classiques et très archaïques. Et je pense que ces nouveaux biomarqueurs comme le ctDNA et aussi d'autres peuvent jouer un rôle justement pour une meilleure sélection de patients. Et après, bien sûr, plusieurs questions restent ouvertes et on a plein d'essais qui sont en cours qui vont essayer de répondre à ces questions, comme l'avenir de ces patients s'ils redeviennent métastatiques. Est-ce qu'on peut réutiliser l'immunothérapie alors qu'elle a été utilisée en adjuvant ou pas? Ça, ce sont des questions toujours de débat pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Donc voilà, et je pense que l'histoire ne fera sûrement que continuer avec toute la panoplie d'essais cliniques qu'on a actuellement en situation donc adjuvante, mais aussi en situation métastatique. Et je vous remercie.